De retour dans l'Africaine, Ousrou Mamadou Silla, coordinateur de la diaspora sénégalaise de France, ainsi que nos éditorialistes Malik Acher et Daouda Tall sont toujours avec nous. La capitale équato-guinéenne a connu un pourcentage très important d'accidents routiers ces dernières années. Les autorités en charge de la sécurité routière ont donc tiré la sonnette d'alarme et exprimé leur indignation. Ils ont d'ailleurs proposé de nouvelles mesures face à cette situation. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Asuncion Chamayen. L'insécurité routière à Malabo préoccupe les autorités équato-guinéennes. Selon la Direction générale chargée de la sécurité routière, le nombre d'accidents enregistrés ces dernières années est en forte progression. Les principales causes sont l'imprudence, la vitesse excessive ou encore la méconnaissance du code de la route. Il y a eu une augmentation des accidents de la circulation par rapport à l'année précédente. Par exemple, sur le trajet de l'autoroute vers l'aéroport, vous rencontrez toujours de nombreux accidents. Dans la ville de Malabo, les populations sont aujourd'hui exaspérées par la non-maîtrise du code de la route par les chauffeurs. Il faut que les conducteurs soient véritablement professionnels. Ils doivent aussi se former parce que l'auto-école a été créée pour ça. Pour former et aussi apprendre aux citoyens les règles de la circulation. Nous apprenons tout à l'auto-école, mais si une personne qui n'a pas été formée veut malgré tout conduire, c'est dangereux et cela peut causer des accidents. En 2012, près de 256 accidents se sont produits. En 2013, 306 accidents et en 2014, un total de 400 accidents dans la ville de Malabo. Un bilan en constante hausse que les autorités veulent réduire aujourd'hui. Alors, Monsieur Silla, on parle d'insécurité routière en Guinée équatoriale, mais cette dangerosité sur les routes, c'est un problème africain. Oui, alors un problème africain, c'est vrai, on peut le dire comme ça, parce qu'il y a un problème de formation des chauffeurs, il y a un problème de conscience professionnelle, donc il y a un problème de politique générale, donc qui fait que en Afrique, vous pouvez avoir un permis dans des conditions que tout le monde sait. Et malheureusement, voilà, les gens n'ont pas conscience que quand ils sont au volant, non seulement c'est leur sécurité, mais c'est aussi la sécurité des usagers sur la route. Et comme c'est des politiques de complaisance pour la plupart dans les pays africains, ben, voilà, on met en danger la vie effectivement des citoyens. Et je crois que c'est ce qui est effectivement le résultat du reportage qu'on suivait tout à l'heure, effectivement, par rapport à cette question en Guinée équatoriale. Oui, parce que Malik, c'est vrai qu'il y a une certaine inconscience quand même au volant. Oui, il y a une inconscience terrible et je pense que l'incivisme en Afrique frappe partout en Afrique, pas seulement en Guinée équatoriale. Dans le monde, c'est 1,3 million de personnes qui sont mortes dans les accidents liés à la route et justement 80% c'est dans les pays intermédiaires, à revenus intermédiaires, donc les pays qui ne sont pas développés. Donc c'est un problème et c'est aussi à cause d'un manque de législation en la matière et un problème d'application. Moi je le vois tous les ans en Algérie, dès qu'il y a une nouvelle infrastructure routière, les automobilistes se ruent sur la nouvelle infrastructure pour aller plus vite, mais ne font pas attention, n'ont pas ces réflexes-là. Et c'est un problème qui est général. Donc, il y a un problème de répression ? Les États ne sont pas assez répressifs. Justement, il y a un problème de répression, il n'y a pas une législation spécifique en la matière. Et même, le reportage a bien fait de montrer le problème qui se pose avec les auto-écoles. Il faut aussi voir les professionnels. Ils sont tous des professionnels? Je ne pense pas. Il faut se poser la question. Il faut avoir des contrôles rigoureux, voir si les examens sont bien passés dans les normes internationales, j'ai envie de dire. Donc, il y a tout un processus à faire. L'État n'était pas forcément préoccupé par ce problème les années précédentes parce qu'il a été préoccupé à développer le pays, à faire autre chose. Maintenant, il doit être sensibilisé à protéger la population. C'est un véritable fléau. Alors, Daouda, l'Afrique enregistre un taux de mortalité dû aux accidents de la route qui est particulièrement élevé. On a du mal à comprendre pourquoi les États ne s'en sont pas chargés plus tôt.
Oui, on a du mal à comprendre cela et c'est dû à... on en revient toujours à la volonté politique de légiférer, comme l'a dit Malik tout à l'heure. Il faut donner à la justice des outils, mais des outils qui permettent de prévenir. Parce que bon, sanctionner c'est une chose, mais en matière de sécurité routière, je pense que la meilleure... Vous parlez de campagne de sensibilisation ? Exactement, la meilleure politique c'est la prévention là. C'est pas une fois que le fait est constaté, il y a des victimes, etc. Et là on punit celui qui était au volant. Je pense que ça, il faut ça, mais la politique sur laquelle on doit plus se concentrer quand on parle de sécurité routière, c'est la prévention, comme vous le dites, la sensibilisation, etc. Bon, il se pose aussi un problème de moyens, parce que en Guinée équatoriale, si on revient sur le pays, ce qui est annoncé comme principale cause, l'alcool et la vitesse. Mais ce n'est pas propre à la Guinée équatoriale seulement, dans d'autres endroits aussi. Et donc à ce niveau-là, bon, c'est un problème de moyens, puisque l'État n'a pas les moyens forcément, ou alors n'a pas encore mis en place tout ce qui est alcotest, par exemple, des choses comme ça pour prévenir. Et la vitesse, le moyen le plus radical, c'est des radars. Hein. Sauf que si vous posez un radar quelque part et que quelqu'un est flashé, vous avez du mal à lui envoyer son procès-verbal parce que l'adresse, voilà, c'est une question d'organisation. Il y a permis à point aussi comme... Voilà, les permis à point, ça peut, si effectivement le conducteur sait que le permis peut lui être retiré, il sera encore plus prudent. Après, on est dans un pays, la Guinée équatoriale, qui a des infrastructures remarquablement développées, donc c'est très tentant aussi, mais quand on construit des infrastructures, à mon avis, on doit aussi aller beaucoup dans la prévention et j'espère que cela est pris en compte. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'aucun d'entre vous n'a parlé de l'état des routes. Oui, mais par rapport à la Guinée, par rapport à la on Guinée... a parlé de l'Afrique, on ne parle pas de Guinée équatoriale. Hein, parce que c'est vrai qu'au niveau des infrastructures, comme l'a souligné Daouda, ils sont très en avance. Mais dans le reste des pays, il y a des routes qui sont particulièrement dangereuses, qui sont même impraticables, en fait. Oui, mais ça c'est vrai. Et entre les pays déjà, si je prends l'exemple du Sénégal en allant en Guinée-Conakry, et par la route, c'est catastrophique. Donc il y a tellement de risques, on a même l'impression qu'on n'arrivera pas effectivement de ce voyage. Mais les gens empruntent effectivement cette route-là. Et puis aussi à l'état des véhicules. C'est pitoyable. Vous partez au Sénégal, vous regardez les cars Ndiaga Ndiaye qui circulent, mais c'est des tombeaux roulants. Donc extrêmement dangereux. Mais oui, parce que mais malheureusement l'État ne fait pas grand-chose. Les populations se sont habituées à ce mode de transport et ça rentre dans leur conscience et pour eux c'est tout à fait normal. Je crois que c'est tout ça qu'il faut essayer de revoir. L'état des routes quelque part, mais l'éducation effectivement des conducteurs, mais au-delà des conducteurs, l'éducation des citoyens, parce que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde en même temps. La bourse de Lagos salue la transition démocratique au Nigeria. L'élection de Muhammadu Buhari à la tête du pays a fait souffler un vent d'optimisme à la bourse de Lagos qui a bondi de 7,7% ce lundi 1er avril. Ibrahim Ndiaye. La transition pacifique au Nigeria est une bonne nouvelle pour l'économie. Plusieurs secteurs de l'économie du pays ont bien accueilli l'information. À la mi-journée, la bourse de Lagos avait bondi ce mercredi 1er avril de 7,7% pour clôturer à 8,3%, son plus haut niveau depuis le début de l'année et le meilleur résultat enregistré depuis septembre 2010. L'économie du Nigeria a beaucoup souffert ces derniers mois en raison notamment de l'accroissement du risque politique, de la baisse des cours du pétrole et de la persistance des attaques de Boko Haram. C'est donc naturellement qu'on a observé un recul de la capitalisation boursière du marché financier nigérien au premier trimestre 2015. Avec l'élection de Muhammadu Buhari, dans le calme et de façon transparente, les investisseurs reprennent espoir car le risque politique est aujourd'hui annihilé. Le nouveau chef de l'État, Muhammadu Buhari, a inscrit dans ses priorités la lutte contre la nébuleuse islamiste Boko Haram, une autre nouvelle qui réjouit le marché économique et les différents acteurs du secteur. Par ailleurs, le fait que le nouveau président ait inscrit la lutte contre Boko Haram et la relance économique au rang de priorité explique également l'enthousiasme avec lequel la bourse de Lagos accueille le changement de politique intervenu au niveau du Nigeria. Rappelons que la bourse de Lagos a dévissé de 13,2% durant les premiers mois de l'année 2015, en raison notamment de la chute des prix du pétrole, mais également et surtout de l'insécurité qui règne dans le nord du pays.
Malik, est-ce que cette élection démocratique, cette transition démocratique que tout le monde salue, va permettre au Nigeria de doper sa croissance ? On l'espère, mais vous savez que la croissance économique aussi est tributaire de la sécurité. Donc on verra la politique sécuritaire qui va être menée par le nouveau président. Il faut saluer quand même l'alternance démocratique qui a lieu au Nigeria. C'est une très bonne nouvelle que cela soit passé dans un climat apaisé. Donc on avait peur, je pense, beaucoup d'observateurs étaient craintifs sur la situation au Nigeria, notamment la situation post-électorale. Et il faut saluer Goodluck Jonathan qui a reconnu rapidement sa défaite. Donc c'est très bien. Maintenant, la relance économique, le Nigeria a des potentialités énormes. Il faut absolument que le pays se sorte de ce syndrome hollandais qui sévit dans de nombreux pays pétroliers qui ont du mal à investir dans d'autres secteurs. Le Nigeria, qui était quand même une grande puissance agricole il y a 20-30 ans, aujourd'hui importe des produits qu'elle exportait, des produits agricoles qu'elle exportait. Donc on pense au cacao, on pense aussi à la volaille. C'est un grand exportateur de volaille, le premier sur le continent africain. Donc le Sénégal a tous les atouts. Le Nigeria. Mais le Sénégal aussi a des atouts formidables. Mais le Nigeria a tous les atouts. Et vous savez que l'État perçoit 80% des taxes de son industrie pétrolière. Ces taxes peuvent être redistribuées sur d'autres secteurs. Donc j'espère que le Nigeria aura conscience de ses potentialités hors hydrocarbures. Alors monsieur, s'il a une économie en berne, on l'a vu, la chute du prix du baril, Boko Haram, est-ce que ce grand géant africain va se relever ? Oui, en tout cas, l'alternance, déjà l'élection de Muhammadu Buhari, je crois que c'est un vent d'espoir. Et puis le Nigeria en avait besoin. Quand on regarde un peu tout ce qui s'est passé avec effectivement sous la magistère de Jonathan, c'était pas évident. Donc, au niveau de la sous-région aussi, il y avait un problème de communication. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions, notamment avec le Tchad. Donc, je crois qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre, plein d'espoir. Et je crois que le nouveau président a la conscience et la communauté internationale, je pense également, est décidée effectivement, quand on regarde un peu toutes les félicitations de l'Union européenne et de tout le monde, je crois qu'aujourd'hui, même l'Union africaine, il y a cette volonté de donner au Nigeria sa place, effectivement, sur le continent africain, parce que le Nigeria, quoi qu'on dise, c'est un grand pays. Donc, si le Nigeria chambre, effectivement, je crois que cela aura des conséquences extraordinaires sur les pays voisins, mais au-delà des pays voisins. Donc, la stabilité du Nigeria, je crois que c'est très, très souhaité, effectivement, doit être souhaité par l'ensemble des États africains. Et donc, tout le monde doit s'y mettre pour que le Nigeria ne sombre pas dans le chaos, comme avec ce qui s'est passé il y a quelques mois. En tout cas, j'espère que les mois qui viennent, avec son investiture, on va aller vers de nouvelles choses, de très bonnes choses. Un nouvel avenir. Voilà. On va terminer sur cette touche d'optimisme. Merci Monsieur Sylla d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Daouda, j'ai pas eu le temps de vous interroger sur le Nigeria, ce sera pour la prochaine fois. Merci d'avoir été avec nous. Pas de problème Amira, c'était un plaisir et puis à une prochaine fois et bonsoir à tout le monde. Merci. Et merci à vous également Malik d'avoir été parmi nous ce soir. Merci Amira, ce fut un plaisir, à très bientôt. C'est donc la fin de l'Africa Newsroom. On se retrouve demain, bien évidemment, avec un dossier du jour consacré au Sénégal, mais cette fois-ci au milieu du football. À très vite.